dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. Deuxième rendez-vous de cette semaine, le podcast du jeudi, le podcast débat qui nous occupe entre donc la week 3 et la week 4 de cette saison 2024 de NFL, puisqu'on rentrera dans la week 4 dès la nuit de jeudi à vendredi avec un duel au sommet entre les Giants de New York et les Cowboys de Dallas. Un duel qui promet de mettre la rédaction de TFA une nouvelle fois en émoi devant Daniel Jones et son talent incommensurable. Nous allons donc, oui, ça commence fort. Hein. Nous allons donc aujourd'hui nous intéresser aux équipes qui gagnent. Donc les Giants ne seront pas dans ce podcast, évidemment. On va parler des équipes en 3-0. Hein, des débuts, ça s'intitule début parfait, playoff assuré. Est-ce que toutes les équipes qui sont en 3-0, elles sont 5 actuellement, vont finir en playoff à la fin de la saison? C'est à cette question, on va essayer de répondre. Je sais que Sébastien va nous sortir ses boules de cristal pour voir dans l'avenir. Oui, et uniquement de cristal. Comment ça va, mon Seb? Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Bonsoir Flav. Eh bien, écoute, je n'ai pas de penchant pour l'exhibitionnisme, donc il n'y aura pas de boule sortie lors de ce podcast. Nous sommes dans un podcast décent, nous sommes dans un podcast tout public, et je te remercie de le consacrer aux équipes 3-0. Enfin, des équipes qui jouent, des équipes qui gagnent. Ça nous évitera la déprime de certaines, en particulier de San Francisco, où c'est pas fifou. Voilà. En parlant de boules, les boules de cristal de Seb, ça nous fait penser aux boules de bain, les fameuses boules de bain de Patrick Mahomes dans sa magnifique pub pour State Farm. Qui dit Patrick Mahomes dit fan des Chiefs de la rédaction de TFA. Salut Raph, comment ça va? Salut, ça va nickel. Et toi? Bah écoute, moi ça va plutôt bien. T'as vu un peu cette entrée en matière? Parce que les gens ne le savent pas, mais maintenant on a un fan des Chiefs dans la rédaction de TF1. On a tout. Parce qu'on nous taxe régulièrement d'être anti-Chiefs, machin, mais alors que même pas. Raph, il peut témoigner, il est très bien traité dans la rédaction. Voilà. De toute façon, il n'a pas le choix de témoigner. C'est sous la contrainte qu'il témoignera. Et le troisième larron, enfin quatrième si on me compte moi, mais bon. On va dire le troisième larron pour m'accompagner. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas été dans le podcast avec moi, donc ça me fait énormément plaisir. On faisait des podcasts NHL à l'époque ensemble. C'est bon Jordan, salut Jordan, comment ça va? Bah salut Flav, ça va super et toi? À part tu sais que j'ai envie de l'équipe regarder pour me remettre dans le bain un vieux podcast NHL. ça date. Il faudra les refaire. Oui, il faudrait les refaire. C'est vrai, il faudrait avoir du temps pour les refaire déjà. On rappelle que Jordan a le mauvais goût de supporter les Falcons d'Atlanta. Bon, ça c'est comme ça. Flav, un fan des Falcons, un fan des Chiefs, on pourra pas dire qu'on n'est pas ouvert d'esprit, hein, sans rire. Tout ça dans une rédaction menée par des Giants. T'imagines, c'est terrible. C'est absolument terrible. Nous vivons un calvaire, mon pauvre Seb. Un calvaire, je te le dis. Bon, les amis, on va donc parler des équipes en 3-0 et on va commencer peut-être par celle qu'on n'a pas abordée dans le podcast de lundi, le podcast que vous pouvez retrouver d'ailleurs, le podcast de débrief de la Week 3 sur toutes les plateformes d'écoute. On n'avait pas parlé des Chiefs de Kansas City qui venaient de gagner précisément contre les Falcons d'Atlanta. On n'a pas parlé, non pas par choix, c'est par temps, parce qu'on n'a pas forcément le temps de faire tous les matchs qui se jouent. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de tes Chiefs en ce début de saison, Raph? Franchement, c'est bien. On gagne, donc forcément, tout va bien. Mais je les trouve quand même pas très rassurants dans le contenu. Surtout Mahomes, que franchement, j'ai du mal à reconnaître. Il fait énormément d'erreurs. Il y a pas mal d'interceptions, alors que on sait qu'il est quand même plutôt sûr à la passe en général. Donc là, le contenu, il va falloir qu'il s'améliore un petit peu, mais c'est quand même pas mal. C'est vrai, mais en fait, c'est un petit peu comme les Chiefs de l'an dernier, Jordan. C'est-à-dire qu'on a des Chiefs on a l'impression qu'ils sont pas impressionnants. Clairement, c'est pas un rouleau compresseur qui va gagner tous ces matchs de 25 points, mais ça gagne tout le temps, en fait. Oui, alors en plus, je vais un peu pondérer quand même. Les Chiefs ne sont pas une équipe, on va dire, qui atomise les saisons régulières. Hein. Ils laissent passer des matchs, ils en laissent passer même pas mal, entre guillemets, quand même. Pas mal pour eux. Voilà, si par rapport, on va dire, à les Chiefs en playoff versus les Chiefs en saison régulière, c'est différent. Tu vois, l'année dernière, ils font un bilan en 11-6, ce qui est très correct, hein, ce qui n'est pas non plus exceptionnel. Donc ils perdent à peu près un tiers de leur match.
Moi, du coup, je les ai regardés dans la nuit de dimanche à lundi, c'est ça? Oui. Ouais, j'ai trouvé, alors, autant Mahomes, je sais pas, oui, effectivement, il se fait intercepter par Justin Simons, c'est un peu une habitude, hein. Mais c'est surtout Travis Kelce que j'ai trouvé fantomatique. J'ai l'impression que soit il n'arrive pas à être utilisé dans le système, ou alors il a peut-être un coup de moins bien. Et aussi, je trouvais en tout cas que la défense et notamment le backfield des Chiefs avait tendance des fois un peu à prendre l'eau. Kyle Pitts, qui n'est pas non plus en tout cas un des joueurs forcément les plus rapides, avait arrivé quand même à se démarquer et effacer facilement et à partir. Ça a été le cas aussi des Falcons, notamment, qui ont mis pas mal de gros plays face au DB des Chiefs. Et les Chiefs, en tout cas l'an dernier, nous avaient habitués à un backfield un peu plus qualitatif quand même. Mais écoute, pour l'instant, ça gagne. Ils ont réussi à mettre la pression sur Kirk Cousins suffisamment pour le forcer à faire des erreurs. Et voilà, ça reste quand même une équipe en 3-0. Ils n'ont pas eu des adversaires faciles, parce qu'ils ont eu les Ravens, les Bengals et les Bon, les Falcons. Falcons, ça va, mais les autres... Ouais, bon, on a battu les Eagles, nous. Hein. C'est vrai. Pas faux. Voilà. Bon, ils sont un peu battus tout seuls, mais bon... Non, c'est pas vrai. Kirk Cousins, et je l'ai reconnu dans le podcast de la semaine dernière, a fait un excellent dernier drive pour les Falcons contre les Eagles, d'ailleurs. Et voilà, et non, et donc du coup, mais je trouve qu'en effet, ils sont pas aussi impressionnants que ce qu'on aurait pu s'attendre. Maintenant, en tout cas, écoute, ça gagne, tant mieux pour eux. Je suis pas non plus surpris de les voir en 3-0. Oui. Avant de te donner la parole, Seb, juste un petit point, parce que Jordan en a parlé de Travis Kelce. Question pour Raph. C'est vrai qu'il est à, je crois, 8 réceptions, 69 yards depuis le début de la saison, toujours aucun touchdown. C'est limite des stats qui faisaient parfois en une seule rencontre ces dernières années. Là, c'est sur les 3 premiers matchs de la saison. Alors lui, il a dit dans le podcast qu'il est avec son frère que de toute façon, ses stats personnels, il s'en fichait complètement. Tout ce qui comptait, c'était les victoires des Chiefs à la fin. Est-ce que ça t'inquiète? Est-ce que finalement, il arrive sur ses 35 ans dans quelques jours? Est-ce que il n'y a pas aussi une question d'âge limite pour un tight end et qui commence à arriver au bout de ce qu'il peut produire? Je pense que sur ces stats-là et ces performances, il y a un peu de lecture. Il y a la lecture forcément de dire qu'il est moins ciblé, il est moins performant, certainement qu'il arrive moins à se démarquer, etc. Mais il y a aussi peut-être la lecture de se dire que il va être préservé puisqu'il commence à vieillir. On va essayer de moins le faire travailler pendant toute la saison tant que les Chiefs gagnent et qu'il y a entre guillemets de la marge. Et je pense que dès que les matchs vraiment importants de fin de saison et début des playoffs arriveront, à mon avis, il va retrouver de la présence, etc. Et il y a surtout quelque chose qui m'a marqué, c'est que Mahomes, souvent, quand il était en difficulté, sa soupape de sécurité, c'était Travis Kelce. Et j'ai l'impression que depuis ce début de saison, c'est Rashee Rice. L'importance qu'est en train de prendre Rice, je pense que ça déleste aussi Travis Kelce de tout le travail qu'il avait auparavant. On retrouve les grands joueurs dans les grands matchs, c'est ce qu'on a l'habitude de dire, et il y a nul doute que Travis Kelce, qui est un grand joueur, sera présent dans les matchs qui compteront pour les Chiefs. Seb, on a quand même cette équipe de Kansas City, et loin de nous l'idée de minorer leur performance depuis le début de saison, mais ils s'en sortent contre les Ravens pour un doigt de pied, ils s'en sortent contre les Bengals pour un coup de pied d'Harrison Butker à la dernière seconde. Alors, on peut revenir sur l'histoire de l'interférence de passe défensive sur la 4e et 16 de Patrick Mahomes qui est lancé, etc., etc. Bref, peu importe. Toujours est-il qu'ils s'en sortent à la dernière seconde. Contre les Falcons, une nouvelle fois, ça n'a pas été en mode rouleau compresseur. On a vraiment l'impression de revivre l'année dernière, en fait. Flav, j'ai envie de te répondre, victoire étriquée, mais victoire quand même. Voilà, c'est leur premier départ 3-0 depuis 2020. En effet, Kelce est particulièrement discret en ce début de saison. Je pense qu'on pourrait quand même le revoir sortir du bois parce qu'il ne faut pas oublier qu'actuellement, le backfield offensif de Kansas City, il est quand même décimé avec Pacheco et Clyde Edwards-Helaire qui sont tous les deux à l'infirmerie. Donc en running back, il reste que le rookie Carson Steele. Néanmoins, si on regarde un petit peu, si on synthétise un petit peu ce que vous avez brillamment présenté auparavant, messieurs, c'est vrai que au niveau de la défense, et en particulier anti-aérienne, c'est un petit peu inquiétant. Cette défense anti-aérienne, elle est classée 28e et elle n'a réalisé
qu'une seule interception en 3 matchs. C'est Chamari Connor qui l'a réussi. Après, il faut pas voir les choses que par le petit bout de la lorgnette. Ils ont quand même toujours dans leur effectif le meilleur quarterback actuel, le meilleur defensive tackle actuel sans aucun doute. Ils ont toujours une capacité d'exécution qui est plutôt bonne, et en plus Mahomes qui reste clutch, qui reste décisif quand il le faut. En revanche, moi j'ai peur qu'il soit rattrapé par la durabilité de l'effectif, puisque outre leurs running back qui sont déjà dans la boîte à gants, il y a 2 offensive tackle gauche, je crois, qui ont déjà été essorés cette saison, et on sait à quel point ce poste est précieux sur une ligne offensive, et on sait à quel point une bonne ligne offensive est essentielle pour une attaque qui gagne. Après, il faut jeter aussi un œil au calendrier à venir. Et le calendrier à venir, il est pas si simple que ça pour les Chiefs. Hein. C'est la fameuse prime aux champions comme chaque année. Il va falloir aller chez les Chargers ce dimanche, je crois. Oui. Ensuite, il va falloir recevoir la Nouvelle-Orléans. On va se reposer une semaine. Et ensuite, il va falloir aller à San Francisco. Ça se calme un peu ensuite avec les Raiders. Mais après, on va avoir Tampa Bay. On va avoir Denver qui peut peut-être prendre en assurance au regard de la perf de Bo Nix la semaine dernière. Et puis, après, il va y avoir le test en allant chez les Bills de Buffalo. Bref, tout ça, ça va pas être simple, mais je serai fan des Chiefs, je serai quand même plutôt confiant en ce que cette équipe peut me proposer. Mettez une petite croix dans le calendrier pour le match du 24 novembre où les Chiefs se déplaceront du côté de la Caroline du Nord contre les Panthers. Ça risque d'être un match, comment dirons-nous, à sens unique. J'ai pas d'autres termes. Ça risque, il y a des risques. Ça sera peut-être pas le match de l'année. Voilà, ça sera peut-être pas le plus dur non plus pour les Chiefs, quoique on sait jamais en foot US, tout est possible, tout est imaginable. Mais c'est vrai qu'ils ont un calendrier là sur les 3 prochaines semaines, Chargers, Saints, enfin 3 prochaines si on enlève la bye week, 49ers. C'est pas impossible qu'ils en lâchent au moins un dans cette période-là. En plus, les Chargers, c'est les adversaires de division, donc ça peut toujours être un peu plus compliqué, même si ils ont des problèmes de blessures aussi, un peu comme toutes les franchises de Californie. Je sais pas ce qui se passe avec les hôpitaux californiens, mais enfin il y a un truc depuis ce début de saison. En tout cas, les Chiefs sont à 3-0, comme tu l'as rappelé, Seb, ça arrive pas tous les ans que les Chiefs soient à 3-0. Eh bien, on verra, on donnera en fin de saison, en fin d'émission, notre favori pour aller le plus loin possible, être la dernière équipe invaincue. Qui misera sur les Chiefs? Suivez mon regard, nous demandons. Alors, les Bills de Buffalo, autre équipe à 3-0. Alors elle, on n'en a pas parlé dans le podcast de lundi pour la bonne et simple raison qu'ils n'avaient pas joué. Maintenant, ils ont joué contre les Jacksonville Jaguars. Ils ont gagné. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire contre les Jacksonville Jaguars. Une victoire 47-10 pour les Bills de Buffalo, qui ont été relativement impressionnants. Alors, on pourra toujours se demander si c'est eux qui ont été très bons, les Jaguars qui ont été très mauvais, ça, bon, peu importe. Mais sans doute que la bonne performance des Bills a rendu les Jaguars mauvais également. C'est quand même la deuxième fois en 3 semaines qu'il y a une grosse victoire, parce qu'il y avait déjà eu celle contre Miami, 31-10. Ça commence à compter. Jordan, on avait un peu peur pour cette équipe des Bills de Buffalo, qui avait perdu pas mal de ses armes dans cette intersaison, qui a fait pas mal de changements, même dans le coaching staff. Finalement, ça a l'air de plutôt bien rouler pour les Bills. Ouais, effectivement, ils se sont fait un peu peur sur le premier match face aux Cardinals, qui a été... Ça a très mal commencé la saison, oui. C'est vrai que le premier quart-temps était... Oui, ça... Voilà, mais au final, écoute, après ça a déroulé. Pour l'instant, ils n'ont pas fait un match en dessous de 30 points. L'attaque est vraiment flamboyante. L'équipe a l'air ultra complète. Peut-être même d'ailleurs l'équipe la mieux préparée et la plus complète, en tout cas de ce que j'ai vu de toute la ligue. Et Matt Ryan pense comme moi, donc j'ai probablement raison. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Si Matt Ryan a dit la même chose, c'est bon. Exactement. Non, voilà, ça reste quand même... Là, ils viennent de sortir de 2 matchs en plus où ils encaissent que 10 points.
Le problème, malheureusement pour les Bills, c'est le calendrier qui arrive. Ils vont se déplacer aux Ravens et je crois qu'ils reçoivent les Texans, un truc comme ça. Ils vont à Houston. Voilà, donc 2 déplacements, ouais, pardon. Tout de suite, là. Et malheureusement, c'est quand même 2 gros clients que tu récupères dans les matchs à venir. On marque les Jets aussi, en fait. Donc 3 gros clients quand même. Donc voilà, est-ce que ça va continuer comme ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi je suis pas très surpris de les voir là parce que ça restait quand même une bonne équipe. Je pense que Josh Allen est un très bon quarterback qui sait mener son attaque, qui a maintenant pas mal d'expérience. Donc ouais, on a vu ce qu'on attendait d'eux, hein. Ils ont déroulé et puis. C'est quand même assez impressionnant, Raph, parce que si on s'arrête sur les stats, tu l'as dit, Jordan, offensivement, c'est toujours au moins 30 points marqués pour les Bills. D'ailleurs, il faudrait que je vérifie. Je vais faire un décompte après. Il y a un record là qui est en train de me trotter dans la tête. Je vais regarder ça. C'est une équipe qui est seulement 24e en passing yard, qui est seulement 19e en yard gagné en général, mais par contre, il est la 2e plus efficace de la ligue en nombre de points marqués. C'est vraiment un Josh Allen et une attaque des Bills qui, pour l'instant, roulent sur leurs adversaires. C'est sûr que c'est un Josh Allen calibre MVP, hein. Même si ça fait que 3 matchs, on connaît toute l'étendue de son talent. Et puis je pense qu'avec la perte de Stefon Diggs, il est obligé d'un peu plus distribuer et de la jouer un peu plus perso aussi. Et donc ça lui permet de faire ses stats. Mais moi j'attendrais quand même de voir face aux Ravens, face aux Texans, etc. pour voir si vraiment ils continuent sur leur bonne lancée ou si ces bons résultats étaient un petit peu permis par la faiblesse entre guillemets de leurs 3 premiers adversaires. Parce que Miami, qui était censé être la meilleure équipe, ils avaient perdu Tua Tagovailoa pendant le match. Ouais. Donc, bon après, Buffalo était quand même bien devant déjà avant, hein. Avant la perte de Tua Tagovailoa, le score était déjà plié, hein, quasiment. Donc, c'est un fait de match quoi aussi. Donc oui, bien sûr. C'est pas comme s'ils étaient entrés dans le match et que Tagovailoa était blessé au kick-off. Ouais, donc voilà. À un moment, Miami, ils ont eu leur chance quoi. Il s'est fait intercepter 3 fois, je crois, en plus, dans ce match-là. Oui, c'est ça, non, c'était une catastrophe. De toute façon, ce match-là, pour lui, c'était une catastrophe. Limite la commotion, et c'est très malheureux de dire ça, mais limite sa commotion cérébrale a effacé la performance. Ça lui a évité de s'attirer les foudres des journalistes derrière américains, je pense, parce que franchement, moi, j'ai vu le match en intégralité. Honnêtement, la performance était indigente. Hein. L'interception qu'il lance, le pick six qu'il lance... franchement, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Qu'est-ce qu'il fait? C'est Daniel Jones qui fait ça, il se fait tailler en pièces. Hein. Je le dis tout de suite. Hein. C'est complètement aussi simple que ça. Seb, est-ce que on a parlé rapidement des 3 prochains matchs là, Ravens, Texans, Jets? Est-ce que là, on est sur l'heure de vérité déjà pour les Bills? Est-ce qu'on va vraiment savoir de quel bois ils se chauffent, que ce soit offensivement, parce qu'on va quand même tomber contre des équipes solides défensivement, je pense aux Ravens notamment, mais aussi défensivement parce que ça va tomber contre des grosses attaques? Ça va être l'heure de vérité. Il y a des chances. On pourrait aussi être entre guillemets déçus, parce qu'il ne faut pas oublier que Baltimore n'est que 1-3. Alors 1-2 pour l'instant. 1-2, pardon. Autant pour moi. Ils vont sans doute être revanchards et peut-être qu'un corbeau blessé, je pense que c'est dangereux. Mais effectivement, là, ils ont une triplette intéressante qui arrive pour les tester. Entre Baltimore, il va falloir aller à Baltimore en plus. Contre les Texans, il va falloir aller à Houston. Et puis aussi contre des Jets qui se cherchent encore un petit peu. Et donc, il faut aller là-bas aussi. Il faut aller là-bas aussi. Voilà, donc ils ont déjà 3 déplacements, ils ont 3 matchs de suite à venir sur la route. Et les Jets, ça va être un match division. C'est une équipe qui se cherche un petit peu, mais qui, je l'ai dit, à mon avis, peut tirer sur certains matchs son épingle du jeu. Donc les Jets, ça a tout du match piège pour Buffalo. Néanmoins, pour revenir là-dessus, alors de mon côté, moi, sur les chiffres que j'avais trouvés, Buffalo était première attaque en scoring. Donc, tu nous as moi, je les ai deuxièmes, mais peut-être qu'ils sont premiers. Moi, je les ai premiers sur Pro Football Reference. Ouais, bon, bah voilà. 37,3 points par match, mais qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? C'est une horreur. Josh Allen, qui est déjà à 75% de complétion, 7 touchdowns, pas d'interception. En défense, Von Miller a déjà 3 sacs. Jamarcus Ingram a déjà 3 interceptions.
n'en jetez plus, la coupe est pleine. On dirait qu'ils n'ont pas de faiblesse cette saison, au moins sur ces 3 premières journées. Et en plus, ils ont l'air de monter en puissance, puisque comme on l'a rappelé, c'est passé ric-rac contre Arizona, ils ont dérouillé Miami et ils ont massacré Jacksonville la semaine dernière. Il faut se souvenir aussi qu'offensivement, avant le début de la saison, on donnait pas cher de leur peau en raison de plusieurs départs majeurs, notamment celui de Stephen Diggs, mais finalement, il n'a pas l'air de manquer tant que ça à cette attaque parce que ça se passe très bien avec le corps de receveurs actuel. Côté défense, elle est un petit peu suspecte, mais l'attaque tape. Elle est un peu suspecte au sol, mais l'attaque tape tellement fort dans le scoring que ce qu'ils font suffit amplement. Et je pense qu'ils ont en fait une grosse fenêtre de tir en fait pour eux dans la FC Est parce que les Dolphins sont en perdition, les Pats sont en reconstruction et les Jets, ils se cherchent encore. Ils ont une vraie carte à jouer dans leur division cette année. Mais même est-ce que plus loin, et j'ai vérifié, c'est effectivement, ils sont effectivement premiers en scoring offense, les Bills 37.3 devant les Saints 34.3 et les Vikings 28.3, si je dis pas de bêtises, cette fois. C'est ce que je voulais dire, c'était c'est un simple contrôle. Hein, non, mais t'as eu raison, je sais pas pourquoi moi c'est noté deuxième, enfin peu importe, c'est pas très grave. Ce que je voulais dire, c'est qu'on avait une fenêtre de tir, on en avait parlé l'an dernier, notamment de la fenêtre de tir qui s'était peut-être refermée pour Buffalo, sous l'ère Josh Allen. Quand il y a eu cette vague de départ, beaucoup ont dit bon bah l'équipe s'est affaiblie. Je me rappelle avoir parlé pendant la preview qu'on a fait pendant l'intersaison sur TF1 avec des fans des Bills qui m'ont dit bah finalement le départ de Stephen Diggs, de Gabe Davis et tout, c'est peut-être pas forcément une mauvaise chose, et finalement peut-être que Buffalo sera encore plus fort que ce qu'ils étaient les années d'avant. On est en droit de se demander aujourd'hui si la fenêtre de tir s'est pas réouverte. Hein. Moi, c'est la question que je me pose, vraiment, et je me suis fait très exactement la même réflexion que toi, puisque déjà la saison passée, quand on avait fait la preview de la saison précédente, on avait parlé de cette fenêtre de tir qui commençait à se refermer pour eux. Comme quoi les choses peuvent changer très vite. Alors après, attention, on tempère, on n'est qu'en 3e journée, mais jusqu'ici, Buffalo, il me semble très solide. On est des gens très tempérés. Nous sommes des gens parfaitement nuancés. Donc, oui. Oui, bah, tiens. Oui, ça se saurait si on faisait dans l'hyperbole. Oh, oui, tiens, ça se saurait. Tiens, en parlant d'hyperbole, le prochain MVP, Sam Darnold, avec les Vikings du Minnesota. Jordan vient de bondir de sa chaîne. Sam Darnold et les Minnesota Vikings qui sont eux aussi à 3-0. Est-ce que tu es surpris, toi, par le début de saison des Vikings, Jordan ? Alors non, parce qu'ils ont Sam Darnold qui est vraiment un quarterback que j'adore. Et je suis très sérieux en plus. Il a été gâché par les Jets et les Panthers. Mais il était très prometteur. Je suis pas non plus. Enfin, je suis surpris. Je suis surpris de la manière dont ils gagnent, on va dire. Parce qu'ils ont quand même collé 34-7 aux Texans et que je m'attendais pas du tout à ça. Donc, contre les Giants, je n'étais pas non plus extrêmement surpris. Mais on n'est pas tombé de notre chaise de voir les Giants perdre. Voilà, exactement. Et contre les Niners, c'était un peu plus serré, même s'il y a eu une grosse domination en début de match surtout. Oui, alors on aurait pu se dire qu'effectivement, en perdant Kirk Cousins, les Vikings allaient vivre une mauvaise saison. Pour autant, moi je trouve qu'ils ont fait un bon choix en prenant Sam Darnold, parce que c'est quand même un quarterback qui a de l'expérience, parce que leur coach est très compétent pour développer des quarterbacks et pour leur redonner confiance. Et voilà, je trouve qu'ils gardent quand même Justin Jefferson, qui est une menace permanente sur toutes les défenses. Et puis la défense a l'air aussi, elle, pour le coup, extrêmement bonne du côté de Minnesota. Donc c'est pas tellement étonnant de les voir en 3-0 vu ces conditions en fait. Ils avaient perdu. Oui, vas-y, pardon. Non, vas-y. Je regardais en revanche la suite du calendrier. Le prochain match, c'est un match de conférence en plus contre les Packers. Au Lambeau Field, ça va être, je pense, un vrai stress test aussi pour cette équipe. Hein.
Oui, et parce qu'en plus les Packers sont en forme avec 2 victoires de suite. Alors bon, on va nous dire c'est contre les Titans, c'est contre machin, mais n'empêche que ça fait 2 victoires de suite, donc ils arrivent en confiance aussi. Ça, un choc de division, ça va peut-être là, Raph, être décisif pour la suite de la saison des Vikings. C'est sûr, mais moi je suis vraiment pas très inquiet pour ces Vikings. Euh, Jordan parlait de l'excellente défense de Minnesota et vraiment le travail de Brian Flores, il est vraiment impressionnant. Et pour moi, c'est un des meilleurs coordinateurs défensifs avec Steve Spagnuolo des Chiefs. Et en plus, l'arrivée d'Aaron Jones au poste de running back en attaque, ça a apporté vraiment une bonne variété au jeu de passe qui était déjà excellent. On connaissait avec les receveurs comme Justin Jefferson et Sam Darnold, on sait qu'il est quand même très précis. Donc là, je pense que ça peut être vraiment un beau match contre les Packers et je pense qu'ils peuvent l'emporter pas facilement, mais je vois une victoire large quand même des Vikings. On rappelle qu'ils sont privés de Jordan Addison aussi depuis la première semaine, les Vikings, ce qui est pas rien dans le jeu offensif de Minnesota, parce que du coup, bah, forcément, les défenses se focalisent plus sur Justin Jefferson. On a 2 choses, moi, Seb, qui me paraissent intéressantes à souligner. Déjà, c'est dans le dernier match, Sam Darnold envoie 4 touchdowns, si je dis pas de bêtises, et les 4 sont sur 4 receveurs différents. On avait l'habitude de dire qu'à Minnesota, on avait cette espèce de Justin Jefferson dépendance. Il est toujours très important dans le jeu, ça là-dessus, il n'y a pas de souci, mais on voit que Sam Darnold arrive à distribuer à Naylor, à d'autres cibles, et ça me semble particulièrement intéressant. Et comme l'a relevé Raph, et aussi Jordan, on a un coaching staff global, que ce soit le head coach Kevin O'Connell, que ce soit Brian Flores, un coaching staff qui tire vraiment le meilleur de cet effectif de Minnesota. Ouais, je suis tout à fait même d'accord avec ça. Là, j'étais en train de regarder jusqu'ici pour les Vikings, il y a eu 53 passes complétées et c'est réparti entre 10 joueurs différents en 3 journées. C'est quand même conséquent en termes de distribution de jeu. Et effectivement, je pense que avec Kevin O'Connell, on a trouvé l'homme qui murmure à l'oreille des quarterbacks, puisque on sent que Darnold a trouvé un mentor et quelqu'un qui le met en confiance. Ça saute aux yeux et c'est d'autant plus fort que, vous m'arrêterez si je me trompe, mais Darnold, il n'était pas censé être le starter dans ce club. Ah bah non, c'était JJ McCarthy. C'était JJ McCarthy. Et JJ McCarthy s'est blessé durant les camps et propulsion de Sam Darnold au premier plan, ce qui sur le papier n'était pas forcément l'option la plus rassurante pour le public en général et peut-être pour les fans des Vikings également. L'arrivée d'Aaron Jones, elle a fait énormément de bien à cette attaque parce que le jeu au sol actuellement il est 13e alors que la saison dernière il avait fini je sais plus entre peut-être la 25e et la 30e place. Enfin je vais essayer de consulter ça, mais la saison dernière le jeu au sol de Minnesota il avait été il avait fini 29e, voilà. Donc c'est pire encore que ce que je pensais. La saison dernière, le jeu au sol, il était putride et c'est une vraie transformation à ce niveau-là pour ce club. Ils ont gagné leur match par une marche moyenne de 18,3 points. Ils le doivent beaucoup à la défense de Tom Flores qui a su mettre en place Brian Flores. Brian Flores. Pourquoi est-ce que je parle toujours de Tom Brady? Non, parce que je suis un vieux et que Tom Flores, c'était un coach de Tampa notamment. Mais je demande si Brian n'est pas son fils. Il faudrait que je vérifie. Je me posais la question. Bref, la défense de Brian Flores qui est physique, qui est versatile et qui sait mettre les QB adverses mal à l'aise. On l'a très bien vu avec ce qu'il a réussi à faire face à Brock Purdy, puis face à CJ Stroud sur les 2 semaines passées. Et ça, c'est vraiment leur force cette saison. Du côté des points de vigilance, il faut quand même penser à 2 choses. D'abord, qu'est-ce qui va se passer en attaque si un des playmakers manque à l'appel, si on a une blessure supplémentaire
en plus de celle de Jordan Addison, ça risque de faire beaucoup pour cette escouade. Et puis malgré tout, il y a toujours quand même, moi j'ai toujours cette question à l'esprit pour Sam Darnold, c'est est-ce qu'il va tenir le rythme sur la longueur? Et effectivement, le match à Green Bay cette semaine, ça va être un vrai test pour ce club, d'autant qu'ils en ont un autre qui arrive pas loin derrière, alors pas tout de suite derrière, parce qu'ensuite, ils vont recevoir les Jets. Je vais pas revenir sur ce que j'ai dit sur les Jets précédemment. Ils ont leur bye week, et le 20 octobre, il faut recevoir Détroit. Et du coup, ça fait quand même 2 gros tests, pas très éloignés l'un de l'autre. On va voir s'ils ont les reins solides à ce moment-là. Oui, parce que Juste ça peut... les Jets, Oui, ce vas-y. sera à Londres. Ce sera pas chez eux. C'est à donc Londres, c'est vrai. C'est à ouais. Londres, autant pour C'est un moi. match à domicile, mais C'est un peu comme Oui, chez voilà, eux. c'est un match à domicile, mais Un peu mais comme oui, chez eux, en hein. effet, ouais. C'est comme les Jaguars, hein, tu sais. Oui, bah, Londres, Minneapolis, bon, Ah, puis c'est pareil. les Vikings, ils y jouent presque tous les ans à Londres. Alors bon, on s'est habitués Oui, maintenant. c'est vrai. Je les y ai vus en plus il y a quelques années. Donc, Ouais. Je vais jouer contre les Saints il y a 2-3 ans. Ouais, j'y étais à ce match, un bonheur. C'était le double poteau d'ailleurs de Will Lutz, hein, Exact. si je dis pas de bêtises. Voilà, bref, des souvenirs encore joyeux du côté de la Louisiane. Euh, on a cette équipe. Alors on n'en a pas parlé, mais il y a aussi ils sont premiers dans une catégorie statistique, c'est les sacs. Je crois pas que tu t'en as parlé, Seb. non, en effet. Alors qu'avec le départ de Daniel Hunter vers Houston, on s'était dit le pass rush va être moins bon, etc. Finalement, tu te retrouves quand même avec une équipe qui réussit énormément de sacs. Et ça aussi, je pense que les crédits en reviennent au coordinateur défensif et à tout le travail qui est fait au niveau du coaching, qui est vraiment excellent. À noter sur ce point-là, en effet, 16 sacs réalisés, dont 4 chacun pour la paire Patrick Jones II et Jonathan Greenard. Greenard qui a d'ailleurs été élu joueur défensif de la semaine en NFC. Donc tu as 2 joueurs qui sont responsables de 50% des sacs de ton effectif, c'est quand même considérable. Et du coup, comme ça sac et que ça rush beaucoup, c'est aussi une escouade qui a fait 5 interceptions. Et oui, de ce Oui. fait. Et dans le dernier match, ils ont 5 sacs de mémoire et 2 interceptions. Et il y avait plus de 50% des jeux défensifs qui étaient des blitz. Et donc, je pense que ça a vraiment causé une incertitude et une crainte dans la tête de CJ Stroud, qui a dû prendre des décisions plus rapidement et donc faire plus d'erreurs. Ça s'est vu. Hein. Moi, pour avoir suivi le match via le Red Zone, ça se voyait qu'ils avaient réussi vraiment à... on l'a senti même perdu à certains moments, CJ Stroud, alors que c'est pas dans ses habitudes, donc c'est dire si la pression était costaud quand même. On a parlé de très bon coaching. Je crois qu'on va continuer avec la 4e équipe qui est en 3-0. Ce sont les Pittsburgh Steelers. Les Steelers qui, eux, on sait plus quoi dire sur les Steelers. Écoutez, d'ailleurs, j'en profite pour saluer notre ami Romain de Steelers France. Mais là, franchement, même lui, quand on l'avait invité l'an dernier, rappelle-toi, Seb, t'étais là, il me semble, il nous avait dit... Je n'ai pas d'explication, je sais pas. Me demandez pas comment on fait pour gagner, j'en sais rien, je ne sais pas. Là, c'est un petit peu toujours pareil, c'est-à-dire qu'on a, Raph, une efficacité diabolique en attaque et surtout une défense de fer du côté des Steelers, menée par le sorcier Mike Tomlin. Quand on parle de défense, de pass rush et de sac, les Pittsburgh Steelers viennent assez rapidement, surtout quand on connaît TJ Watt et tout le nombre de joueurs que les Steelers ont à ce niveau-là. Et c'est sûr qu'en attaque, les scores ils sont pas flamboyants. Il y a 18 points inscrits lors du premier match, 13 lors du second et 20 lors du troisième. Mais ça fait le taf. La défense permet tellement peu de points aux adversaires que l'attaque a juste besoin d'être moyenne et ça suffit pour gagner. Mon Jordan, 3 touchdowns, 3 victoires, 3 matchs. Bon, voilà, c'est simple finalement le foot US, non? Ouais, et j'ai une autre stat aussi. Parce qu'en plus, toi, tu les as joués les Steelers déjà cette saison. Ouais, c'était pas un souvenir de fou. Non, mais en fait, en plus, ils ont 4 interceptions pour le coup. Ils ont intercepté 2 fois Kirk Cousins, 2 fois Bonix. Mais c'est surtout qu'en fait, ils courent en moyenne 3,9 yards par course. C'est une des équipes qui a le plus tenté de course dans la ligue depuis le début. Ils sont à 108 tentatives. Les premiers, c'est les Packers avec 111.
Et en fait, on voit, je retrouve dedans la patte du coordinateur offensif, du coup, donc de Arthur Smith, qui était l'ancien head coach des Falcons, dans leur manière de jouer. Je pense qu'en plus de ça, c'est pareil, c'est une équipe qui a eu beaucoup de chance, je ne sais pas, mais qui, en fait, la blessure de Wilson a permis à Justin Fields de prendre le poste de titulaire, et c'est à mon sens un quarterback qui match très bien avec ce qu'attend son coordinateur offensif, donc Arthur Smith, en fait, d'un quarterback, c'est-à-dire un joueur en fait très polyvalent, qui va pouvoir courir, qui va pouvoir se déplacer, mais qui va pouvoir aussi tenter quelques jolies passes. C'est vrai que c'était une question qu'on s'était posée quand on avait fait la preview de l'AFC Nord, où on s'était dit, est-ce que finalement Russell Wilson et Arthur Smith, ça va si bien matcher que ça? Et peut-être que ça matche mieux avec Justin Fields. Et ben, en tout cas, j'ai à le penser. Je pense que Justin Fields est un Desmond Reader en mieux. Il fait tout mieux, en fait. Voilà. Et aussi, il y a un autre truc que j'ai envie de dire sur les Pittsburgh Steelers et qui m'a frappé sur les deux matchs que j'ai regardé d'eux, donc les deux premiers, les Falcons et les Broncos. C'est la capacité qu'a eu, alors je ne sais pas si c'est Mike Tomlin ou si c'est son équipe, en tout cas, à s'adapter, et surtout défensivement, au jeu adverse. À la mi-temps, en fait, tu as l'impression que l'équipe en fait, recommence en fait un match et a complètement lu le plan de. En fait, on a complètement lu le plan des Falcons et le plan des Broncos. Et que de toute façon, peu importe ce que tentaient ces équipes, c'était mort parce que TJ Watt était toujours là où il fallait. Et les jeux appelés étaient en fait appelés de manière à ce que TJ Watt soit là où il faut. Et avec un joueur de ce calibre, c'est fait pour l'adversaire, c'est trop dur. Tu voulais en parler, toi, Seb, de Justin Fields, parce que je sais que tu as une théorie sur la suite de la saison de Justin Fields. Oui, j'ai une théorie sur laquelle j'insiste lourdement depuis quelques semaines, mais comme les faits... Tu nous as demandé de faire ce podcast spécialement pour reparler de cette théorie. Spécialement pour ça. D'ailleurs, je prépare un spécial Justin Fields, autant que je vous le dise tout de suite. Non, pour revenir sur quelques points qu'on a évoqués plus tôt, en effet, la capacité d'adaptation, la capacité de Mike Tomlin à faire des ajustements à la mi-temps, elle est connue, et cette année, elle saute encore plus aux yeux que d'habitude. Là-dessus, je suis d'accord. Moi, la moyenne de yards par course qu'on évoquait, je l'avais relevée également. Elle aurait tendance à m'inquiéter un petit peu parce que 3,6 yards par portée, c'est quand même pas terrible. Et justement, il y a Justin Fields. C'est le genre de joueur qui est censé te faire monter assez spectaculairement ta moyenne de yards par portée. Donc, je pense qu'il y a un vrai axe d'amélioration pour eux de ce côté-là. Mais après tout, pourquoi s'inquiéter de l'attaque quand tu as une défense qui encaisse 8 points par match en moyenne? Ils n'ont pas pris une fois plus de 10 points depuis le début de la saison. C'est complètement fou. 8,7 points, premier en scoring, évidemment, et à mon avis... de loin. Donc voilà, et tu as une attaque qui marque 17 points par match. Alors 17 points par match, c'est pas dingue, mais ça suffit quand on encaisse moins de 9. Ma foi, ça passe. Donc c'est une équipe, aussi longtemps que leur défense tiendra de la sorte, ils vont s'en sortir. Et en revanche, leur efficacité au sol, et par efficacité, j'entends cette moyenne de yards par portée pour tout le groupe, pour moi, ça serait plutôt un point un petit peu inquiétant. Et puis, pour l'avenir, alors l'avenir immédiat pour Pittsburgh en termes de calendrier, il va falloir aller à Indianapolis, il va falloir prendre Dallas, et ensuite, on va aller à Las Vegas pour parler de ce qui vient immédiatement. Mais après la bye week, et plus exactement à partir de la semaine 11, ils ont droit à la spéciale parce qu'ils vont se taper tous leurs adversaires de la poule aller et retour, et vous mettrez un petit supplément avec les Eagles de Philadelphie et les Chiefs de Kansas City. Les victoires, c'est maintenant qu'il faut les prendre parce que la deuxième moitié de saison, elle est hardcore. Tu voulais rajouter quelque chose, Jordan? Non, j'ai vu lever le. Ouais, en fait, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que quand tu regardes la stat en tant que telle, 3.6, c'est pas énorme, et c'est
même moins bien que plein d'équipes. Par exemple, les Ravens sont à 5-9, les Lions à 4-8, les Packers à 5-5, etc. En revanche, en fait, quand tu te rends compte, c'est pas une équipe qui fait énormément, on va dire, de grandes courses. C'est pas une équipe qui va taper des runs de 20 yards comme on fait plein de fois les Packers déjà depuis le début de la saison. Et ça marche bien avec leur jeu parce que ça te fait bouffer un chrono. C'est effarant en fait. Et donc, leur attaque reste longtemps sur comment dire sur le terrain. Ouais. Elle ne perd pas la balle et voire même elle arrive à obtenir un field goal. Et en fait, de toute façon, l'attaque adverse, elle ne reste pas longtemps sur le terrain parce que la défense les défonce. Donc, une défense qui a bien pu se reposer parce que leur attaque a mis 50 ans sur le terrain. Ouais. Voilà, ça marche bien en fait. C'est un truc qui marche. Après, combien de temps ça dure, je sais pas, mais pour l'instant, ça marche. Après, c'est vrai que, mais t'as absolument raison. Et en même temps, faut pas trop s'en étonner parce que Arthur Smith, coordinateur offensif, je pense que le moins qu'on puisse dire, c'est que le monsieur, il est conservateur dans sa façon de faire et ses appels de jeu. Donc en fait, c'est son style. Hein. Alors, il vient du Tennessee, donc je crois qu'il est conservateur dans plein de trucs. Mais, ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Je vais pas m'engager sur ce terrain. Débat pour un autre jour, comme dirait l'autre. Tu parlais de la moyenne de points encaissés, Seb, donc 8,7. Les deuxièmes, c'est les Vikings du Minnesota avec 10 points encaissés. Mais alors, la différence de yards encaissés est effarante parce que les Steelers sont à 229,7 yards par match encaissés quand les Vikings sont à 310,7. Donc, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'entre les deux équipes, ils ont exactement le même nombre de yards encaissés au sol, 214 yards depuis le début de la saison. Au yard près, ils sont exactement dans la défense au sol de la même façon. C'est la défense aérienne qui change un petit peu. Voilà pour les Steelers de Pittsburgh. Parlons de la dernière équipe qui est à 3-0. Elle est dans la division NFC West. Ce sont les San Francisco. Eh ben non. dis donc, hein. Moi, c'est ce que j'avais préparé en début d'année. Et oui, mais non. C'est là qu'il y a la surprise. Ce ne sont pas eux, ce sont donc les Rams. Eh ben non plus, c'est pas eux non plus. C'est dingue. Ce sont les Seahawks de Seattle et cette fois c'est la bonne. Les Seahawks de Seattle qui sont donc à 3-0 eux depuis le début de saison. Honnêtement, Raph, est-ce que tu attendais les Seahawks aussi haut après 3 semaines? Je les attendais pas aussi haut, mais au vu des adversaires qu'ils ont affrontés, ça m'étonne pas tant que ça finalement. Parce que les Broncos de Denver sur la première semaine, c'était très compliqué. Les Patriots, même s'ils venaient de gagner face aux Bengals, l'état de grâce, on va dire, c'est un petit peu estompé lors du deuxième match. Et encore, c'est une victoire en prolongation en plus. Je peux me permettre de te couper. En plus, c'est une victoire étriquée. Bien sûr. Et donc la troisième, cette fois, c'est la bonne face à Tua Tagovailoa qui était absent. Donc c'est sûr que les Dolphins de Miami, ils ont inscrit que 3 points. C'est vraiment très très peu, même quand on connaît. Même si Tua Tagovailoa était absent, au vu de l'effectif qu'ils ont en attaque, c'est vraiment surprenant qu'ils aient inscrit aussi peu de points. Mais donc voilà, là face aux Lions, la semaine prochaine, enfin ce week-end, ça va être un vrai test. Et pour le coup, je suis pas sûr que ça continue aussi bien. On a l'impression, Jordan, que finalement les Seahawks réappliquent les vieilles recettes. Une bonne défense, une grosse défense, et puis ça gagne. Ouais, beaucoup de jeux de passes aussi. Geno Smith tente beaucoup de passes. En même temps, la ligne offensive, des fois, elle est un peu gruyère du côté. Ouais. Et puis bon, leur running back, Jacques Charbonnet, Voilà. Après, je comprends qu'il n'est pas non plus aidé par la ligne, le pauvre. Non, pour info, j'ai regardé la stat avant le podcast. Depuis le nouveau format, du coup, 17 matchs, cette équipe qualifiée par conférence, 80% des équipes qui sont en 3-0 vont en play-off. Ça veut dire qu'on aura une sur 5. Là, on en aura une potentiellement, si on suit les stats, qui n'irait pas. Si je devais mettre une pièce, je pense que ce serait sur les Seahawks. Ils n'ont pas de chance en plus, les Seahawks, parce qu'ils commencent en 3-0, mais ils n'ont joué aucun adversaire de leur conférence. Ils n'ont joué que de l'AFC, si vous regardez. Et ce qui est bien quand même, quand c'est bien de gagner, je dis pas il faut gagner les matchs, mais si en plus tu peux infliger une défaite à un adversaire, un concurrent potentiel pour une place en playoff, c'est mieux. C'est pas leur cas.
Ils ont eu un début de calendrier très facile. Là, ils vont jouer Lions, Niners dans les prochains matchs. Bon, il y a les Giants entre les deux, mais Les Falcons après à Atlanta. ouais. Non, il n'y a pas de blague, c'est juste pour dire que ça augmente quand même en niveau, quoi. Ils peuvent le gagner. Oui, bien sûr. Non, mais d'accord, mais enfin, quand on prend les Broncos de la première semaine ou les Patriots, que j'adore, hein, Kevin Mwamba, viens pas me taper, j'adore les Patriots, mais quand on prend ces équipes-là, bon, sur le papier, en début de saison, tu les mets quand même derrière Atlanta, tu vois. Donc il y a quand même, il y a quand même une augmentation de niveau. Je suis d'accord, et en plus de ça, en fait, j'ai regardé aussi, à peu près les équipes se qualifient entre 9 et les dernières places de wildcard, ça se négocie entre 9 et 10 victoires. En général, c'est ça. Hein. J'ai essayé de trouver 6 victoires, on va dire, acquises dans le calendrier des Seahawks, et elles sont pas si faciles à trouver. Donc déjà à l'intérieur de leur division, ouais. c'est pas facile, hein, parce que bon, les 49ers, ils vont finir par se réveiller un jour ou l'autre, hein, on va pouvoir se leurrer. Les Rams, les 49ers viennent de montrer que c'était pas facile de gagner contre, hein. Voilà, on a des adversaires de division qui vont être coriaces. Ça risque du fait que les 49ers ont un peu raté leur début de saison d'être une division plus serrée que prévu, et donc avec des matchs potentiellement plus disputés que ce que ça n'aurait pu être. Bref, ça peut être compliqué, mais pour l'instant, c'est ça. Ça gagne. Alors c'est pas contre des équipes très fortes, c'est pas toujours impressionnant, parce que quand tu prends la ligne de stats encore de Geno Smith contre Miami, c'est pas non plus la ligne de stade de l'année, tu vois. Mais n'empêche que ça gagne, Seb. N'empêche que ça gagne. Je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit juste avant, et en particulier sur le fait que ce bilan, il est peut-être en trompe-l'œil pour le moment, puisque oui, les victoires, c'est contre des Broncos qui n'ont pas encore trouvé leur élan. C'est contre New England, ça a été poussif, et comme tu l'as rappelé, c'est allé en prolongation, et ils battent des Dolphins décapités. Donc Détroit, oui, Détroit dimanche. C'est ça le meilleur mot compte tenu de la tête de Tua Tagovailoa. Ouais, non, c'est pas ça, quoi. Je pensais forcément le choix de mots était pas très heureux, en effet. Mais tout ça pour dire que contre Détroit, ça risque de faire mal, d'autant que on sait que leur ligne offensive, il y a beaucoup de blessures dessus. On a vu Hutchinson, ça va être. Face à Aiden Hutchinson, ouais, ça risque d'être chaud, et on a vu déjà la semaine dernière Geno Smith obligé de lancer très souvent en mouvement pour essayer de gagner du temps derrière cette ligne. Alors après, il faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, hein. La défense de Mike McDonald, elle est quand même très méritante. Elle est première contre la passe, elle est quatrième en scoring. C'est un groupe qui est sous-estimé, mais McDonald a su en tirer le meilleur jusqu'ici. En revanche, les problèmes de santé sur l'offensive line et aussi dans le backfield offensif, parce que Kenneth Walker III, pour le moment, il n'est pas là. Et en défense également, il y a Leonard Williams, le defensive end, c'était quand même 5 sacs et demi l'année dernière, qui n'est pas là non plus. Tout ça s'accumule, et la saison est encore longue. Et en effet, comme le disait Jordan, quand on regarde leur calendrier, ces 6 victoires-là qui leur permettraient d'arriver au proverbial 9 victoires, elles sont pas faciles à trouver, parce que, pour être honnête, même dans 2 semaines, contre les Giants qui ont l'air de retrouver un petit peu de couleur là et un petit peu d'allant, j'attends de voir ce que ça va donner. Je donnerais pas forcément Seattle vainqueur absolu et les yeux fermés, hein. Non, vaut mieux ouvrir les yeux. Mais... je ferais mieux, c'est sûr, je ferais mieux le match, évidemment. Ça nous aidera pour le podcast débrief du lundi, quoi. C'est surtout ouais, voilà. Oui, c'est surtout pour ça. Alors, Jordan a rappelé une stat intéressante. 80% des équipes en 3-0 finissent en playoff. Alors, on rappelle pour ceux qui sont en 0-3 que la probabilité de faire les playoffs, c'est exactement 2,4%. Hein. Il y a eu 6 équipes sur 225 de l'ère Super Bowl qui ont réussi en 0-3 à aller en playoff. Bon, ça laisse un espoir. Oui. Je crois que c'est le moment de faire coucou à Arthur.
Voilà, coucou Arthur. Voilà. Le saviez-vous quelle est la dernière équipe à avoir fait un 0-3 et s'être qualifiée? Bah, c'est Cincinnati, non? Non. Ah, Non. non. Enfin, je crois pas. Non, enfin, moi dans mes stats, c'était pas Cincinnati. Non, je pensais sincèrement que c'était les Bengals. Oui, je me trompe. Moi, j'avais les Texans en 2018. Ah, Ouais, c'est ça, t'as raison, je l'ai lu aussi. Et à ma Effectivement, connaissance, il n'y en a même qu'une seule depuis le nouveau millénaire, les Texans en 2018, qui ont réussi à faire de 0-3 jusqu'au playoff. Donc voilà. Bon. En tout cas, là, on est dans les équipes en 3-0. Effectivement, la stat est de 80%. Ce qui voudrait dire que sur nos 5, il y en a un qui restera à quai. Jordan nous a déjà répondu, il nous a dit qu'il voyait les Seahawks. Raph, tu mets qui comme équipe non qualifiée? Parce qu'on rappelle que le thème du podcast, c'est début parfait, playoff assuré. Comme je l'ai dit au tout début, pour moi, les performances ont été permises par le niveau des adversaires. Donc pour moi aussi, ce serait les Seahawks. Les Seahawks de Seattle, Seb, il va nous dire les Seahawks, lui c'est son adversaire de division. Non, pas seulement pour ça, mais parce que je suis exactement du même avis que Raph là-dessus. Je le redis, le bilan pour le moment il est en trompe-l'œil. Et à moins vraiment qu'il y ait une confirmation qui me surprendrait, je pense que c'est eux qui resteront sur le carreau. Et donc les fans des Seahawks qui nous écoutent, vous pouvez vous réjouir, hein, puisque vu les qualités des prédictions d'habitude de TFA, généralement ça veut dire que vous serez peut-être même champion de la NFC. C'est fort probable. Et oui, puisque on s'est toujours démarqué par des pronostics, hein, mon cher Jordan, même en hockey, hein, ça nous a frappé avec les Islanders notamment. Ah, ok, c'est quelque chose, ouais. Oui, en hockey, c'était quelque chose. Et puis, le pauvre Chris nous avait suivi sur nos prédictions de la saison 2023 de NFL. Depuis, il dort sous un pont. C'est assez dramatique, mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous. Ça arrive à tout le monde. Dernière équipe invaincue dans ces 5-là, puisqu'il ne reste plus que ces 5-là. Qui voyez-vous être la dernière équipe invaincue dans cette saison 2024? Forcément, il faut regarder les calendriers aussi. Alors, il y en a qui ont des bye week dans pas longtemps, donc ils trichent, parce que bon, du coup, quand les autres oui, mais quand les autres ont une chance de perdre, ils seront en train de faire dodo dans le canapé, donc forcément, c'est plus facile de pas perdre. Jordan, est-ce que tu veux nous dire laquelle des 5? Alors, je vais répondre les Chiefs. Déjà parce qu'ils jouent les Saints dans 2 matchs et j'espère qu'ils vont gagner. Ça m'arrangerait, perso. Ils peuvent faire contre les Chargers avant aussi. Ouais, bien sûr, mais non, je pense pas quand même. Je pense qu'ils vont battre les Chargers. C'est pas contre les Saints à Arrowhead que je suis le plus inquiet pour les Chiefs, honnêtement. C'est pas là que je me fais le plus de soucis pour eux. Hein. Oui, mais je te rappelle que de toute façon, comment dire, quand tu joues au SoFi contre les Chargers, tu joues à domicile. Peu importe l'équipe que tu es. Voilà. Surtout si tu es vêtu de rouge. Et ça marche aussi contre les Rams, d'ailleurs, au passage. Ah, c'est bon. Non, voilà. Et plus après, pour le coup, ils ont une bye week bien placée aussi, tu vois, parce qu'ils ne jouent pas avant le. En gros, ils ont 12 jours, je crois, entre les matchs contre les Saints et le match contre les Niners. Il me semble que les autres équipes vont jouer avant, vont jouer un truc genre le 15, quelque chose comme ça. Donc, statistiquement, ils ont aussi moins de chances de perdre, tu vois. Ouais. Ça reste la meilleure équipe de la NFL, je pense, qui va en plus jouer moins de matchs. Bon, sur une durée calendaire, ça devrait faire le job. ça devrait le faire. Raph? Moi, je vais tenter un petit Steelers. Ah, il va même pas nous mettre les Chiefs. Ah bah tiens, alors celle-là. Ouais. Au vu de leur calendrier, ils ont les Colts, les Cowboys qui ont une défense vraiment cata et une attaque que Pittsburgh peut totalement maîtriser, je pense. Ensuite, il y a les Raiders. Après, les Jets, pourquoi pas une défaite. Mais ouais, je vais miser sur les Steelers. Seb? Je mettrai une pièce sur les Steelers également pour les mêmes raisons. J'ai beaucoup hésité avec Kansas City parce que même si, alors bon, certes, Kansas City a la bye week dès la semaine 6 et même s'il y a quelques clients là qui arrivent avec les Saints, avec San Francisco. Moi, je pense que l'élan est du côté de Pittsburgh. En plus, on sent
une attaque qui est de plus en plus à l'aise au fur et à mesure que les journées passent. Comme de toute façon, vous le savez, on est tous d'accord sur cet état de fait, c'est Justin Fields qui va rester le quarterback, même lorsque Russell Wilson sera guéri. Moi, ouais, je les vois rester invaincus le plus longtemps. Allez. Et pourtant, les élans, je sais pas si c'est si réputé que ça à Pittsburgh. Parce qu'il y a beaucoup d'élans à Pittsburgh. Il y avait Mason Rudolph, le Rennes, mais mais il y est plus. Est-ce qu'il y a encore des élans? Ça, j'en sais rien. Les amis, juste avant de refermer ce podcast, on va faire quand même le petit programme, comme d'habitude, de la semaine 4 à venir. Et après, on a une petite question qui nous a été posée sur notre Discord que je veux vous soumettre. Le programme de cette prochaine semaine de compétition, ça commence dans la nuit de jeudi à vendredi chez nos amis de Beansport, un match entre les Giants de New York et les Cowboys de Dallas pour le Thursday Night Football, qui est toujours très intéressant. Ensuite, nous aurons un match entre les Falcons et les Saints dans la NFC Sud. Ce sera dimanche. Les Bears qui accueillent les Rams, les Packers qui accueillent les Vikings. Ça, c'est un duel de NFC Nord. On en a parlé un petit peu. Les Colts qui accueillent les Steelers, les Jets qui reçoivent les Broncos, les Buccaneers qui accueillent les Eagles. Ce sera le match diffusé sur M6+. Les Panthers qui reçoivent les Bengals, les Texans qui reçoivent les Jaguars, les Cardinals qui vont recevoir Washington. Alors là, attention, ça va courir. Hein. Entre Kyler Murray et Jayden Daniels, vous êtes pas prêts, les quarterbacks qui vont courir plus que les autres, hein, je vous le dis tout de suite. Les 49ers qui vont recevoir Tom Brady, non pas Tom Brady, mais qui vont recevoir les Patriots. Le mec, il vit il y a 10 ans. Les Raiders qui reçoivent les Browns. On attend ce match avec une impatience non dissimulée. Je vous le dis tout de suite. Moi, le petit Raiders-Browns, à 22h25, si vous voulez vous endormir dimanche. Aussi, il y a quand même un intérêt, c'est de voir Deshaun Watson se faire casser la figure par Max Crosby. Ben, c'est Max Crosby, je sais même pas s'il sera là parce qu'il est un peu blessé. Ouais, il traînait la patte. Par contre, le dernier match de dimanche à 22h25 vaut son petit pesant de cacahuètes. Ce sera un match entre les Chargers et les Chiefs de Kansas City. Pour le Sunday Night Football, là aussi, ça vaut son petit intérêt entre les Ravens et les Bills de Buffalo. Et mardi, il y aura encore une fois 2 matchs dans la nuit de lundi à mardi. Le Dolphins contre les Titans. Voilà. Et Lions, Seahawks. Voilà pour refermer ce petit programme. Nous avons une question de notre ami Jiasu le Chief, qui est fan des Chiefs aussi. On en a plein. Question pour le prochain podcast. Un quarterback à Miami, est-ce que ça devient urgent? Sachant que on a Tua Tagovailoa qui est sur la liste des blessés, on a Skylar Thompson qui s'est blessé aux côtes, ce sera logiquement Tyler Huntley qui sera le quarterback partant pour le match contre Tennessee. Oui, mais voilà, il va peut-être falloir quand même aller chercher quelqu'un d'autre. Il nous propose Tannehill, Howell, etc., etc. Qui est-ce que vous voyez éventuellement pouvoir rejoindre les Dolphins dans les tout prochains jours? Jacques Ryan Tannehill, ça serait le choix évident. Mal fini entre alors, ça a mal fini, mais il connaît le job, voilà, là, la maison. Il connaît la maison et puis il connaît le boulot. Il l'a déjà fait suffisamment longtemps. Tu vas là dans la situation où ils sont. Ils vont chercher quelqu'un qui puisse mettre les pantoufles au plus tôt. Ça après, n'ont-ils pas déjà la solution sur leur banc de touche avec Tim Boyle? Alors voilà, j'allais y venir. La question. D'un autre côté, pourquoi chercher un quarterback alors qu'on a our boy Tim? Alors qu'on a Tim Boyle qui est là. Sur la touche. Je veux dire, tu sais quoi? Limite, ce sera un affront fait au football. C'est ça. Alors, si vous ne savez pas qui est Tim Boyle et pourquoi nous rigolons tant de ce brave quarterback qu'on aime beaucoup, nous vous conseillons vivement d'aller revoir le résumé du Black Friday Game de l'an dernier entre les Jets et les Dolphins, puisqu'à l'époque, Tim Boyle jouait chez les Jets. On vous dit rien, mais regardez la dernière action avant la mi-temps. Ça voilà. Vous suffira. Juste ça. Une Hail Mary absolument... La vraie honte, c'est que moi, je voudrais acheter un maillot de Tim Boyle, mais il y en a pas. Mais non. Ça n'a pas fait. Faut l'acheter vierge et le faire floquer, quoi. C'est absolument terrible. Jordan, toi, tu les vois aller chercher un autre QB ou ils restent comme ça, ils attendent leur tour de tout, hein. T'y reviens.
j'ai regardé, déjà je suis pas sûr qu'il y ait un retour de Tua un jour. Oui, moi non plus. Mais bon, je suis pas sûr qu'il faudrait en plus. J'ai regardé un peu quand même l'état aussi des finances, parce que signer des joueurs, c'est important. Encore faut-il respecter les règles et les payer. Cette année, ça va parce que ils ont encore 22 millions de cap space. Donc tu peux naviguer avec ça, hein. Le problème, c'est que dès l'année prochaine, ils ont plus que genre 1 million, un truc comme ça de cap space. Donc c'est-à-dire qu'il faut trouver un quarterback qui accepte d'être backup, de venir pour un an. Et quand même, bon, pour pas trop cher. Je sais pas si Ryan Tannehill, à son âge, a envie de faire ça. C'est une vraie question. Après, l'autre solution, et là, je vais être un peu plus, on va dire, surprenant dans mon profil choisi, c'est tu prends un quarterback qui va pas te coûter trop cher et qui peut être ton backup sur plusieurs années. Et moi, il y a un profil que je pense peut-être devrait mériter une seconde chance, au moins en tant que backup, c'est Desmond Ridder. Il n'a pas toujours été bon avec Atlanta, il n'a pas non plus toujours été mauvais. C'est vrai. Il va pas te coûter trop cher. Et on parle d'un potentiel backup, en fait, parce que Tyler Huntley sera le quarterback numéro 1. Est-ce que c'est pas un pari que tu as envie de tenter d'un joueur jeune qui n'a fait que finalement une saison complète en pro? Et au pire, si ça marche pas, tu t'es pas engagé sur beaucoup, et si ça marche, tant mieux, quoi. Oui, tant mieux. Seb, il est resté pantois. Non, mais c'est un raisonnement qui se tient totalement. Ouais, ça se tient plus que d'offrir un contrat en or à Tua Tagovailoa alors que tu sais qu'il est sujet aux commotions. C'est sûr que c'est un raisonnement qui se tient un peu plus, oui, ça c'est sûr. Raph, toi, tu vois quelqu'un aller revenir à Miami, ou il reste comme ça avec Tyler Huntley et Tim Boyle et puis ils attendent de voir si Tua revient? À la place du front office, je resterai comme ça parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Tua devrait arrêter sa carrière. Malheureusement, il a vraiment pas l'air décidé à faire ce choix. Donc, je pense que il pourrait attendre d'avoir des certitudes concernant Tua pour prendre des décisions. Parce que si jamais il arrête sa carrière, ce sera quand même une surprise, je pense. Parce que tout porte à croire qu'il va revenir, même si j'ai l'impression que l'opinion publique pense qu'il devrait arrêter. Donc, Ça, je pour pense moi, qu'on est à peu près tous d'accord qu'on préférerait qu'il s'arrête avant que ce soit autre chose qu'il arrête, quoi. Ça, bien sûr. C'est sûr que le voir revenir, ce serait, enfin, franchement, très plus que risqué même. Mais je pense qu'il va quand même le faire. Et donc, à la place du front office de Miami, je pense qu'il faut mieux attendre de voir et prendre la décision quand ils auront tous les éléments pour prendre la décision. Parce que comme on dit, quand on est pressé ou dans l'urgence, etc., on prend rarement de bonnes décisions. Ah, les panic moves, c'est rarement bon. Ouais. Ça, c'est vrai, ça. c'est rarement Donc, une bonne chose. Très bien. Eh bien, on attend et on voit. En attendant, nous, on se retrouve sur TF1 vendredi à 22h avec Waik et avec Bertrand pour faire la preview de la week 4 et pour parler aussi paris sportif et fantasy football, bien évidemment. Et on fera le débrief mardi matin de cette 4e semaine de compétition. Si vous aimez l'ELF et les Paris Musketeers, n'hésitez pas à aller écouter le podcast qui a été fait avec Marc-Angelo Souma hier, où on répond à beaucoup de questions, notamment Marc-Angelo qui nous a annoncé qu'il y aura un match délocalisé des Mousquetaires l'an prochain, quelque part en France, nous ne savons pas encore où, mais il y aura un match délocalisé. On donne des nouvelles de l'effectif pour 2025 aussi, notamment avec Marc Mathioli, avec Zach Edwards. Bref, on vous laisse aller découvrir tout ça dans l'interview et l'émission, le Tailgate ELF qui a été fait, qui est sorti ce mercredi sur les plateformes d'écoute. Merci beaucoup Jordan, merci Seb et merci Raph d'avoir été avec moi. Merci à vous tous de nous avoir écoutés et on se dit à très vite sur TF1. Salut tout le monde. Ciao, bye. Salut.